My lecture deals with Operation Donc, 1005, ma lecture, Action 1005, Action 1005, comme les Allemands le disent, dans le camp de forêt Borek, donc, où ils ont commis des crimes atroces qui sont connectés avec l'action Erntefest de novembre 43. Donc, il y a 5 parties. Donc, en ordre chronologique, je décris donc l'action des auteurs, les détenus, donc la fuite, la fugue et les 4 survivants. Donc, with the stagnation of the German army's advance in November 41 before Moscow, donc avec le progrès de l'armée allemande devant Moscou et la contre-offensive de l'armée rouge et des alliés occidentaux, il y avait la nouvelle de meurtre de masse par les Allemands dans la forêt de Borek. Donc les Allemands étaient confrontés avec la possibilité qu'ils pourraient éventuellement donc, perdre la guerre qu'ils avaient démarrée et qu'ils devaient donc être confrontés avec leurs crimes de guerre. L'opération 1005 était gardée secrète, mais c'était donc une tentative pour couvrir les traces de meurtre de masse en brûlant les cadavres. Donc, Action 1005, on a fait appel à des gens, des groupuscules, des meurtriers de masse. En juin 1941, en 1942, donc il a ils ont commencé à la crémation des cadavres. Les Allemands ne voulaient pas salir les mains pour ouvrir le tombe de masse et pour faire les fouilles et donc pour répartir les cendres après qu'ils avaient enlevé tous les objets dehors. Lorsque les derniers cadavres ont été brûlés jusqu'aux cendres, donc les travailleurs ont été assassinés et leurs corps ont été brûlés. Et ils ont installé une plantation sur ce tombeau de masse. Mais ils n'ont pas réussi, malgré un contrôle très strict. Il y a quand même eu des fugues et des prisonniers qui se sont échappés. Donc, près de Lvov et Vilnius, Białystok et à Belgrade et en Serbie également. Comme beaucoup de Serbes de sa génération, la vie de Paul Blumberg a été pleine de mauvaises décisions. En juin, Hermann Rolfing, a member of the Sicherheitsdienst Security Service, Hermann Wolfing, un membre du service de sécurité, était chargé avec la brûlure des traces des meurtres de masse. Il est arrivé à Kelm, il vient de Lublin, il a groupé une unité de 1005 avec 5 officiers SS et 60 policiers, et il devait faire des fouilles et organiser donc la brûlure des cadavres. Donc c'était dirigé par Eidensturm. Et l'accès à l'endroit devrait être limité. Et les événements se sont produits dans la forêt à 2 km de Kelm. Ils ont construit 2 baraques. Et dans une des baraques qui était destinée à héberger les travailleurs, il était entouré d'un fils de barbelé de 3 mètres d'auteur et l'accès était tellement
étroit qu'il ne peut à la fois passer une personne. While the policemen stayed in the second barrack in the forest. There were at least 6 mass graves Il y avait au moins 6 tombes de masse dans la forêt de Borek, donc 3 à 4 mètres de largeur, et en dehors de la forêt, dans les champs, dans la tombe étaient les cadavres des prisonniers de guerre soviétiques, des citoyens de la ville de Chelm et également des prisonniers de guerre italiens qui ont été assassinés par les Allemands. Le 3 novembre 1943 a commencé l'action Erntefest et le meurtre de masse dans le district de Dublin. Et Wolfling était allé à Majdanek pour prendre des prisonniers. Étant donné que le nombre de victimes qui ont été sélectionnées par les Allemands et qu'il y avait des rumeurs qui se sont répandues jusqu'à Majdanek, il s'est fait ainsi que certains devraient attendre jusqu'à ce qu'ils pouvaient arriver à cet endroit. Wolfgang a d'abord sélectionné 60 personnes qu'ils ont considérées comme forts et jeunes, en bonne forme. Il avait demandé qu'est-ce qu'ils avaient comme profession, donc sur la demande du coiffeur Kapuchki. Donc, il était sélectionné avec les travailleurs sélectionnés. Donc, Wolfgang n'a pas... Il les a enfermés à Majdanek dans un bâtiment où il y avait des milliers d'hommes et femmes juifs qui ont été assassinés. Donc, on n'a pas encore pu expliquer à quel moment de la journée il était en train d'attendre entre les personnes de Majdanek où il a participé à ces meurtres. Alors, une grande surprise, les prisonniers qui étaient pour la plupart des anciens militaires polonais, ils ont eu de la nourriture, même de l'alcool. Pour plusieurs jours, ils ont été enfermés sans être obligés d'exécuter des travaux. Donc, le 7 novembre 1943, Wolfgang est allé à Majdanek pour prendre les 61 hommes dans le camp dans la forêt. Il a tenu une allocution, donc ils auraient un bon job si ils n'allaient pas s'échapper. Après l'oration, ils ont eu des couvertures et des cuillères et ils devraient monter dans des camions avec lesquels ils étaient transportés à Borek. Après leur arrivée, ils ont eu de la nourriture, du pain, des cigarettes, de l'alcool dans des quantités illimitées. Voilà, pour Joseph Resnick, c'était très rare dans d'autres endroits. Donc, les deux premières semaines, ils ne devaient pas travailler. Et les examens, il s'avère que après Majdanek, il y avait un autre groupe qui a ouvert la tombe de masse et ces gens ont été assassinés en novembre 1943 et ont été remplacés par les prisonniers de Majdanek. Cela est basé sur le témoignage d'un survivant allemand et ils ont pu témoigner des circonstances, des conditions à Borek. Autour du début de décembre 1943, les travailleurs ont été demandés d'ouvrir la tombe. Donc, ils ont été contrôlés par les membres de SD du commandement et Wolfgang avait donné l'ordre de
mettre une clôture autour du camp et afin d'éviter qu'il y ait des gens qui puissent entrer dans le camp. Les policiers tenaient la garde, montaient la garde autour du camp et le nombre de postes de garde ont été doublés. Les détenus juifs devaient excaver donc les cadavres de tombe et de l'emporter au puits de crématoire et de le couvrir d'une couche de bois pour faire pour la brûler. Et ça, toute bûchée devait compter 1000 cadavres. Et ils ont été aspergés d'essence et puis c'était allumé. Si un camp était fini, le suivant devait être déjà prêt. Donc jusqu'en 1944, 25 000 cadavres ont été brûlés sur 25 bûchers. Les travailleurs ont eu comme instruction, comme consigne, de considérer les cadavres comme des figures. Donc, il a sélectionné quelqu'un pour compter les cadavres et faire rapport sur les cadavres brûlés. Si les chiffres n'étaient pas exacts, he ordered the inmates to keep digging until the numbers were right. Si le chiffre n'était pas exact, donc il devait continuer à puiser jusqu'à ce que le chiffre correspondait était correct. Il a dit qu'ils étaient donc tatoués pour assurer le comptage et l'odeur et la fumée se répandaient dans la forêt et Rolfing était soucieux sur la discrétion de toute cette opération autour de la tombe de masse. En dehors de la forêt, il a érigé donc une sorte d'éventail ou de clôture. Donc il devait travailler comme Heizer, donc pour chauffer. Et les Juifs étaient bien alimentés. Afin d'éviter qu'il y ait des révoltes, les Allemands ont souvent promis aux prisonniers qu'ils vont les emmener en Allemagne pour y travailler dans des fermes. Donc, dans le camp, il fallait également broyer les os avec une machine, les dents et l'or des dents et les joailleries, les joyaux étaient rassemblés dans une boîte et envoyés à Lublin. Et certains des travailleurs devaient répandre les cendres dans la forêt ou dans les champs. Donc les travailleurs juifs ne devaient pas seulement les cadavres excavés, mais également les victimes des chambres à gaz et des citoyens étaient assassinés par des membres du Sonderkommando. Josef Stardina a également à 2 reprises vu comment les criminels ont assassiné également des citoyens. Après l'arrivée dans le camp de forêt, certains de 61 prisonniers étaient conscients du fait qu'ils n'allaient jamais s'échapper, puisqu'ils se sont rendus compte quel sera leur travail, mais malgré
Donc, ils ont excavé, donc ils avaient planifié de s'évader autour de Noël et ils sont attendus que certains des gardes vont aller chez eux durant la période de Noël. Mais pour une chose, donc creuser donc le tunnel dans le sol gelé, ça a pris plus de temps et ils étaient reloqués dans une autre bunker et ils devaient donc porter des chaînes autour d'eux la nuit. Donc les maillons étaient une réaction des Allemands durant l'opération 1005 et dans la ville de Lviv. Il y a certains prisonniers qui ont échappé le 9 novembre. Perl Schechtman s'exprime que la première préparation de la fugue, donc, et également dans le bunker, les prisonniers ont construit un tunnel pour s'échapper après être désespérés. Donc, la sortie était en direction d'une tombe de masse qui n'était plus utilisée. Après que les prisonniers avaient donc achevé le tunnel en février 1944, à l'exception des 10 prisonniers qui ont creusé beaucoup plus, donc Lipman-Aronovitch, numéro 22, Josef Resnick, numéro 10, le 7, Perl Schechtman, numéro 14. La fugue s'est faite dans le 24 février dans le camp. Ils se sont grimpés dans le tunnel avec des pièces en métal et ils ont détruit leurs chaînes. 33 se sont évadés et il y a 4 qui ont vécu la fin de la guerre. Il est né à Vilnius en 1917 et s'est échappé avec un prisonnier de Zeiger et il a grimpé du tunnel. Il a contacté un groupe de partisans qui l'ont hébergé. Zeiger a été tué lors d'une lutte avec des soldats allemands. Josef Resnick, il est né à Grodno en 1912. Il était tout seul après avoir s'évadé. Il a eu de l'aide d'un prêtre, un curé dans le village de Kelm. Il a été hébergé par Stefania Bojaska pour 2 mois dans une maison à Lublin. Fin juin 1944, il a joint donc un groupe. Josef Stadina, il est né à Varsovie en 1908. Il s'est évadé ensemble avec Perl Schechtman et avec Gil Resnick, mais il s'est séparé des autres 2 après qu'il y a eu une lutte avec 2 soldats allemands et il s'est caché dans la forêt et il a mis en contact avec un groupe de résistants polonais. Avec la première unité d'armée soviétique, il a pu s'échapper. En 1917, il est né à Lublin. Il s'est échappé après être séparé. Et donc, ils ont pu s'héberger dans des fermes abandonnées. Et il est resté dans l'unité de partisans. Était antisémite et il est condamné à mort parce qu'on l'a condamné d'avoir une arme de groupe. Donc il s'est acquitté de toutes les inculpations. Il a été libéré et Schechtman a rencontré Josef Stadina qui a donc par hasard rencontré Josef Hetschnick. Donc l'évasion de 33 Juifs a été notifiée par les Allemands
suivant le policier Friedrich Barchat, qui est assigné à la garde de nuit et était dans la baraque le moment de la fuite. Donc, il y a un qui a découvert la sortie du tunnel à la fin de la guerre. Il a travaillé comme un policier à la ville d'Allemagne de Duisbourg. La police de sécurité a alerté en tirant et ils ont également averti les troupes à Kelm. L'officier en commande a donc organisé une fouille dans la forêt, mais les Allemands n'ont pas trouvé les rescapés. Et quand ils ont continué, donc, ils ont découvert le cadavre d'un prisonnier qui était pendu d'un arbre. Il y avait Karl Pütz et Rolfing, le commandant de la police secrète à Lublin, et ils ont dit qu'est-ce qu'il doit se faire avec les deux travailleurs. Après son retour, Rolfing a préparé les membres de Sonderkommando en disant qu'ils devraient être tirés par ordre. Après qu'ils ont sécurisé le site, les travailleurs étaient pris de bunker. Les Allemands l'ont forcé à se mettre à nu et de se mettre sur le sol. Deux travailleurs ont été emmenés à une pile de bûches et ils ont été tirés par des balles dans la nuque. Après l'exécution, certains prisonniers devraient brûler les cadavres de leurs camarades et disperser les cendres. Ces hommes étaient 4 prisonniers juifs qui ont été utilisés donc comme des travailleurs. Donc ça a vraiment marqué les Allemands et il y a eu un message de radio en février 27 en 1944 qui était intercepté par le service secret britannique. Dans ce message, toutes les unités disponibles à Lublin devraient faire la recherche de rescapés. On peut croire qu'ils ont fait de grands efforts après la fuite. Ils ont tout fait pour prévenir les prisonniers de s'évader. Et ils avaient établi donc le fait qu'après février le 24, il y avait une autre force de travail, la force de premier commandement. Sous quelles conditions ce commandement devait donc continuer l'opération, où viennent donc les travailleurs. Le tribunal ne pouvait pas clarifier tout ça. Après la fin de leur travail à Borek, l'unité de Rolfing était séparée, donc la zone de Grodno. Donc là, il y a eu des combats. L'autre homme de Sonderkommando, Rolfing, Timer et Max Windhofer sont allés à Lublin. Kelm était libéré le 22 juillet 1944, donc il n'y a presque pas de survivants. Le commandant Hermann Rolfing, né en 1900, était détective de police dans la petite ville de Minden en Allemagne de l'Ouest. Le député Rolfing Paul Heilig s'est évadé de la captivité soviétique en Allemagne de l'Ouest et il a travaillé comme un douanier en Berlin-Ouest. Donc Heilig était inculpé pour le meurtre concerté. 3 ans de pénitentiaire. Donc, depuis qu'il est mort en octobre 61, l'expert d'interrogatoire Rudolf Timer était levé de la captivité soviétique parce qu'il avait caché son affiliation à la SS
Timer went to southern Germany, where he settled in the small town of il a Öhringen. établi dans la petite ville de First as a Öhringen casual laborer, en then as tant a commercial que clerk. He married and became il the est father of two marié, il children. devient le In père de 63, deux enfants. the district court En Heilbronn 63, sentenced him for Heilbronn aiding l'a to concerted inculpé murder pour in la 4 meurtre years in prison. concerté et Timer 4 died in ans de November prison. 1978 in Öhringen. Et il est mort à Öhringen. In September En septembre 1984, the city of Chelm erected a monument near the former cremation 84, site ils ont in the Bork Forest. érigé un monument dans la forêt de Borek. Quand j'ai visité donc l'endroit en 2011, il y avait une croix faite de tuyaux en métal dans les signes qui mènent au monument, que durant la guerre, il réfère à Paternia. En 2012, le musée municipal de Chelm a fait donc l'historien André Rybak et une documentation d'excavation qui est entreprise par Stanislav Galou et son équipe sur le site du camp. Il a confirmé à la demande qu'à la fin de la guerre, les gens de la région venaient à la forêt fréquemment pour chercher des objets précieux. Bon, Liebman Aronovich married several years after the end of the war and est marié immigrated to et a migré à Israel from Israël Lithuania in de Lituanie 1957 with his en wife Rivka and son Benny. 1957. Aronovich lived with his family Il a habité in avec sa famille Givatayim, à later in Givatayim. Badiam, worked Oui, as a Madian. cleaner and later Il était until his nettoyeur retirement as et an après sa employee retraite, of il the était employé aircraft company Israel de la Aerospace compagnie Industries. aérienne Israel Aerospace Aronovich Industries. maintained contact with the Aronovich former a gardé partisans le from contact Lublin avec la into partisan old de age Lublin and testified at et a least 3 times as a témoigné witness 3 against fois Nazis in the comme Federal témoin Republic. contre les nazis dans la République According to his fédérale son, allemande. Benny and his grandson Chaim, Et son it was easier petit-fils for Chaim, Aronovich to Benny, talk c'était to his plus facile grandson about de his parler war avec son memories than to his petit-fils son. que pour son fils. Liebman Aronovich Donc, died in Liebman Aronovich est né 1995 of complications en during a hip replacement at 1995 the age of 79 lors years. d'une opération de hanche. Several weeks before the end of the war, Quelques Joseph semaines Resnick avant la fin de la testified guerre, to il a the Soviet témoigné Polish Commission about his experiences in sur Borek. ses expériences en He Borek. married his wife Bracha Il a marié in sa femme 1945 Bracha and en lived with her in various DP camps in Germany, 1945, where their son Jacob was born in où leur 1947. fils Jacob était In 48, né the family went to en Israel. In Ranana, later in Tel Aviv, the 1947 couple Resnick à operated Tel a Aviv. butcher shop. Il In a 1952, exploité her donc une second boucherie. son, Zacharia, Leur deuxième was born. fils, Zacharia, Resnick était né. maintained close contact Resnick with the a gardé le survivors contact Aronovich avec la and Stalina survivante, and Aronovich traveled et at least Stalina. 4 times Il a to voyagé West Germany 3 to fois testify as a en witness in République fédérale criminal allemande cases. pour témoigner dans des cas criminels. Resnick also appeared as a Resnick witness in the est trial un of témoin Adolf dans Eichmann in le Jerusalem. procès de Eichmann à Together Jérusalem. with Aronovich and Ensemble avec Stalina, Aronovich Resnick et spoke in Stalina, Karl Fruchtmann's Resnick a 1981 parlé documentary dans le Zeugen, document de Witnesses, about the mass shootings in Majdanek in November 1981 1943. sur le tir de Majdanek. Joseph Resnick died in Tel Aviv Joseph Resnick in est né à Tel 1990 Aviv at the en age of 78 1990. in the wake of a stroke. Il était In 78 spring ans. 45, Peretz Shechtman returned to his native town Lublin Il est as the only rentré à survivor Lublin of his family. comme survivant de sa famille. In May of that year, he married his Donc, wife il a marié Stella, sa femme who had Stella, survived the German qui a occupation with forged survécu papers in l'occupation Warsaw. allemande Together à with their daughter Varsovie. Christine, Donc, born in avec Christine, il est 1946, né en the couple came to Sydney in late 49 after 1946. staying Ils in sont allés à various Sydney Italian DP camps. et ils ont été dans des camps italiens de réfugiés en Australie. Il était enregistré comme Peter Sedgman. Il a travaillé comme un commercial dans des boutiques de vêtements d'hommes. Sedgman n'avait pas de contact avec d'autres survivants et il n'a pas témoigné dans des procès de nazis. En 1937, il faisait part du musée juif de Sydney. Et il avait écrit un livre, As Far as I Remember. En septembre 2016, il est né
à l'âge de 99 ans à Sydney. Il a témoigné à Varsovie sur son expérience en tant que prisonnier de guerre, prisonnier de Gorek, la Sonderkommando en quelques mois avant, il avait voyagé à Borek avec des officiels, avec des personnes pour sa dernière volonté. Donc, il y avait une histoire de camp écrite en polonais, yiddish et russe, et une liste de tous les noms des prisonniers. Donc, il était très déçu que ce rapport devienne pas intraçable. Donc, il a marié avec sa femme Badia en Pologne, et leur fils Abraham était né en 1950. Ils se sont immigrés à Israël. Donc, il était chauffeur de camion, de poids lourd à Héron, au nord d'Israël. Il a gardé le contact avec le survivant Onovitch Drechnik. Il a témoigné 3 fois dans la République fédérale Allemagne devant la Cour. Quand il avait 80 ans, il était toujours chauffeur de poids lourd. Et en 1991, il est né à l'âge de 83 ans à l'hôpital. Suivant ses familiers, il trouvait ça plus facile de parler avec son petit-fils qu'avec son fils. Je vous remercie.